Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes aujourd'hui avec le colonel Douglas McGregor, vétéran de combat hautement décoré et ancien conseiller du secrétaire à la Défense des États-Unis. Merci d'être revenu parmi nous. Bien sûr, bien sûr. Bien entendu. Ravi de te voir, Glenn. Nous voyons déjà une intensification de l'activité militaire au Moyen-Orient, principalement avec différents porte-avions et de nombreux navires de guerre qui arrivent, accompagnés de nouveaux équipements. Nous entendons aussi parler de troupes et d'avions ravitailleurs. Penses-tu qu'une nouvelle frappe contre l'Iran est imminente? Je sais que Lindsey Graham semblait très enthousiaste à l'idée qu'une attaque puisse avoir lieu bientôt. Je pense qu'il y aura une reprise de la guerre. Je suis surpris que cela ait pris autant de temps. Je ne sais pas quand cela se produira. De toute évidence, les troubles soutenus par le Mossad, la CIA et le MI6 à l'intérieur de l'Iran visaient à perturber les préparatifs de défense du pays, voire à remplacer le gouvernement. Nous avons beaucoup de gens qui croient avant tout qu'on peut changer un régime, qu'il suffit de retirer les personnes au sommet et que, soudainement, la paix éclatera partout. Puis il y a ceux qui sont absolument convaincus que l'Iran est exactement comme il y a 40 ans, que rien n'a changé, et qui croient donc fermement que la population iranienne a retrouvé la raison et cherche désormais à détruire son propre gouvernement. Et enfin, il y a ceux qui sont des partisans inconditionnels d'Israël, qui pensent qu'il suffit de donner le feu vert à Israël pour qu'il détruise l'Iran. Et par conséquent, une fois de plus, toute la région en bénéficiera. Le monde sera un endroit meilleur. À travers quelles lentilles veux-tu regarder? Les 3 lentilles sont les principales ici aux États-Unis. Quiconque suggère, comme moi et d'autres l'ont fait, que l'Iran n'est pas sur le point de s'effondrer, que l'Iran est probablement plus cohésif, socialement, aujourd'hui qu'à n'importe quel moment dont je me souvienne, est écarté. Les personnes qui sont descendues dans la rue représentaient une petite minorité. Au départ, beaucoup d'entre elles étaient très sincères, mais elles n'étaient pas aussi en colère contre le gouvernement qu'elles ne cherchaient à obtenir davantage de réformes. Ou, dans certains cas, des conservateurs s'opposant aux réformes. Mais cela a fini par céder la place à ce que tu as vu à la télévision. Les troubles plus violents provoqués par la CIA, le Mossad et le MI6. Je pense donc que beaucoup de gens attendent avec impatience la destruction imminente de l'Iran. Et je pense qu'ils croient que si nous donnons aux Israéliens suffisamment de ce dont ils ont besoin, ils pourront s'en sortir sans notre aide. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne suis pas sûr que le président Trump ait été très enthousiaste à l'idée de retourner en guerre contre l'Iran, mais il n'a évidemment aucun moyen de l'empêcher, et il est obligé, pour toute une série de raisons stratégiques, de les soutenir. Ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas vu le déploiement d'1 ou 2 groupes aéronavals revenir dans la région. Normalement, on s'y attendrait. Ce sont des chasseurs à courte portée, mais malgré tout, ils contribuent énormément à la puissance de frappe de la force dans la région. Donc, pour l'instant, c'est presque entièrement l'armée de l'air, avec une présence navale modeste. Je ne sais pas. Je pense que cela arrive. Soyons honnêtes, M. Netanyahou ne peut pas se détourner de l'Iran dans sa position actuelle. Rien de ce qu'il veut accomplir ne se réalise. L'élimination massive de la population à Gaza, la conquête totale du sud et du centre du Liban, ce qui signifie l'élimination du Hezbollah, l'avancée en Syrie. Rien de tout cela ne fonctionnera à moins qu'il n'en finisse avec l'Iran. Il y a en ce moment beaucoup d'activités autour des Kurdes. Et comme vous le savez, nous et les Israéliens, avec certains Britanniques, avons travaillé très dur avec les Kurdes pour en faire une force dangereuse. Il y a quelques jours, quelqu'un de bien informé m'a dit qu'il y avait eu une incursion d'environ 400 Kurdes se dirigeant vers le nord de l'Iran.
headed into Iran, northern Iran, thanks to the Turks who were working closely with Grâce aux the Turcs, Iranian, qui travaillaient en étroite collaboration avec le corps des gardiens de la révolution islamique iranien, ils ont identifié cela, et les Iraniens ont pu anéantir pratiquement tout le contingent sans grande difficulté. Je pense donc que ce que nous voyons, c'est qu'à l'échelle mondiale, les BRICS se militarisent. Et c'est en grande partie de notre faute, à cause de notre comportement au Venezuela, de notre attitude envers la Russie et l'Ukraine, et évidemment de ce qui se passe au Moyen-Orient. Nous avons un intérêt dans la destruction de l'Ukraine, dans la mesure où nous pensons que cela nuira à la Chine, et cela pourrait être le cas si l'on parvient à retarder le transport du pétrole en provenance du Golfe Persique. Cela représente probablement 25 ou 30% de tout le pétrole utilisé par la Chine. Donc si l'on cherche à nuire à la Chine en tant que telle, c'est une façon de le faire. Cela crée également l'occasion de collaborer avec, vous savez, l'Azerbaïdjan et les Turcs contre l'Iran, dans la mesure où cela perturbe le projet « Une ceinture, une route ». Et il y a beaucoup de choses selon à qui vous parlez au sein de l'administration à Washington. Vous obtenez une version différente. C'est pourquoi je dis qu'il est difficile de savoir avec le président Trump. Parce que le président Trump, quels que soient ses défauts, n'est pas, en privé, quelqu'un qui veut bombarder le monde. Malheureusement, c'est exactement ce qu'il finit par faire à cause des personnes qui l'entourent. Mais vous savez, c'est une toute autre affaire. Donc je pense que nous devons conclure que la guerre approche. Nous ne savons pas exactement quand, mais nous voyons toutes les conditions se mettre en place dans l'espoir de condamner le régime iranien à la défaite. Je ne pense pas que les Russes ou les Chinois accepteront cela. Quand vous dites que les Russes et les Chinois ne suivront pas, jusqu'à quel point soutiendraient-ils l'Iran? Je veux dire, ils ne veulent pas d'une guerre directe avec les États-Unis, car ils ne pourraient pas contrôler l'escalade si elle se produisait. Mais s'agit-il d'un soutien économique ou de la fourniture d'armes? Ou comment pourraient-ils empêcher les États-Unis de neutraliser l'Iran? Eh bien, je pense que les Chinois et les Russes ont fourni de la technologie militaire et une assistance technique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cette fois, je pense que les Iraniens ont accueilli davantage d'aide technologique, en particulier concernant les missiles et les radars venant des Russes, que ce qu'ils avaient reçu auparavant. Deuxièmement, je pense que les Chinois ont joué un rôle déterminant dans la neutralisation de l'utilisation de Starlink par l'opposition MI6, Mossad, CIA à l'intérieur du pays. Nous pensons désormais qu'environ 40 000 terminaux Starlink ont été introduits clandestinement en Iran. Rappelons que c'est un immense pays, il a la taille de l'Europe de l'Ouest, avec environ 90 millions d'habitants. Donc, personne ne devrait être surpris qu'il soit possible de franchir les frontières. Je veux dire, ils franchissent nos frontières, ils franchissent celles de l'Iran. Ils ont réussi à faire entrer ces terminaux Starlink, mais les Chinois seraient apparemment intervenus pour les désactiver. Ils ont imposé une coupure de courant dans la plupart des zones urbaines, et il se peut qu'elle soit désormais nationale afin de reprendre le contrôle. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que des millions d'Iraniens, des dizaines de millions, vivent dans un état de siège. Je veux dire, quelqu'un m'a critiqué plus tôt aujourd'hui parce que j'ai dit que, oui, je suis sûr que plusieurs centaines de personnes sont arrêtées et probablement exécutées sommairement pour trahison. Mais j'ai ajouté, vous parlez d'une nation en état de siège. Que pensez-vous qu'il va se passer? Staline, nous le savons, depuis l'invasion allemande jusqu'à la fin de la guerre, a exécuté 1 million de soldats soviétiques qui refusaient de se battre pour le communisme. C'est ce qu'il a dû faire. Il a utilisé les NKVD pour maintenir les autres dans un rang.
Les Allemands, en revanche, n'ont eu à exécuter que 23 000 soldats sur environ 6 ou 7 millions. C'est un chiffre très modeste, compte tenu de l'ampleur dont nous parlons et des pressions de ce champ de bataille. Mais je pense qu'il faut comprendre que si l'on n'impose pas ce type de mesures draconiennes, cela continuera, et je crois que les Iraniens en sont conscients. Je pense donc que le régime iranien se rétablit. Il remet les choses en ordre. Je ne crois pas qu'il ait été perturbé d'une quelconque manière en ce qui concerne sa défense aérienne et antimissiles. Je ne pense pas que cela ait eu le moindre impact sur ses stocks de missiles, ni sur sa capacité à attaquer Israël, ou d'ailleurs nos bases dans la région. Nous revenons donc à la question initiale. Tout le monde veut savoir quand cela va se produire. Personne ne le sait. Mais de nombreux indicateurs laissent penser que ce moment ne peut pas être très éloigné. Oui, j'ai trouvé cela étrange, le récit visant à légitimer la nouvelle guerre. Je veux dire, bien sûr, ce n'est pas dans l'hémisphère occidental. Alors, à la place, on voit Trump évoquer son amour pour la liberté, la protestation et la démocratie comme raison de sa solidarité avec eux. J'ai trouvé cela étrange. J'ai eu l'impression qu'il s'éloignait un peu de cet impérialisme libéral, mais apparemment non. Cependant, en quoi cette guerre serait-elle différente? Parce que la première manche ne s'est pas bien passée. Les Iraniens ont prouvé qu'ils pouvaient submerger les défenses aériennes israéliennes qui s'épuisaient rapidement. Et puis, Trump semble avoir une aversion pour les guerres longues. Il aime les terminer rapidement, semble-t-il. Un peu comme avec le Venezuela, ne pas se laisser entraîner dans une guerre prolongée. Alors, penses-tu qu'ils vont simplement tenter une frappe de décapitation écrasante visant les principales figures du gouvernement? Parce qu'ils avaient essayé cela la dernière fois. Eh bien, je pense que tout d'abord, il faut garder à l'esprit que le président Trump sait qu'au Sénat et à la Chambre, il ne dispose pas du soutien nécessaire pour l'envoi de forces terrestres américaines au Venezuela. Le Sénat a déjà voté une mesure interdisant l'utilisation de troupes terrestres américaines et le résultat a été de 52 voix contre 47. Cela signifie que les démocrates ont bénéficié du soutien de certains républicains. Donc, je pense que le président Trump est maintenant, je ne dirais pas qu'il est humilié, mais il est certainement rappelé à l'ordre, dans le sens où il ne cherche plus à déployer des troupes américaines sur le terrain. Maintenant, je pense qu'au Venezuela, il est un peu naïf de croire que la population va accepter tout ce que nous voulons en ce qui concerne leurs ressources minérales et minières. Les mines d'or, d'émeraude, d'argent, les terres rares, ainsi tout le pétrole. Cela n'arrivera pas, et ce pour de nombreuses raisons. Il se peut qu'il décide simplement qu'il a fait tout ce qu'il pouvait et qu'il tourne son attention ailleurs. Je ne sais pas. À mon avis, il n'y a jamais eu de plan viable et exécutable pour le Venezuela, ni d'ailleurs pour les opérations en général en Amérique latine. C'est donc le premier point. Maintenant, lorsqu'il s'est tourné vers l'Iran, c'est une toute autre affaire, car cela attire réellement l'intervention de la Russie et de la Chine. Même l'Inde ne soutient pas quoi que ce soit que nous pourrions entreprendre contre l'Iran. Donc, si l'on considère les BRICS, la Russie, l'Inde, la Chine, cela représente une part importante du monde. Et nous pourrions probablement examiner le reste et trouver encore plus d'opposition. Je ne sais pas comment il va gérer cela. Il n'y a rien de simple dans une opération reposant uniquement sur la puissance aérienne. Cette idée selon laquelle la puissance aérienne peut produire des résultats miraculeux est un grand mensonge. Ça a toujours été le cas. Nous avons bombardé encore et encore, régulièrement, dans toutes sortes d'endroits, mais tant que nous n'étions pas intervenus au sol, rien n'avait fondamentalement changé. Ensuite, même après cela, nous n'avons pas vraiment réussi non plus, mais cela en dit plus sur la sagesse d'y être allé au départ que sur autre chose. Donc à ce stade, je pense qu'il est piégé.
il va devoir agir pour soutenir Israël. Ils pourraient intervenir en même temps qu'Israël lorsqu'ils lanceront enfin leur attaque. Maintenant, nous ne savons pas ce que feront les Iraniens, car pour la première fois, ils ont réellement évoqué une attaque préventive potentielle. Je ne m'attends pas à ce qu'ils restent les bras croisés en attendant que les négociations produisent un effet. Je ne pense pas que quiconque nous fasse encore confiance. Je ne crois pas que quoi que dise Trump sera pris au sérieux. C'est aussi simple que ça. Donc si vous êtes Iranien en ce moment, vous avez le doigt sur la gâchette. Et je pense que si quelque chose semble imminent, ils vont appuyer sur la détente. Cette fois, je pense qu'ils lanceront tout ce qu'ils ont, y compris l'évier de la cuisine, contre Israël et nos bases dans la région. Ma grande inquiétude reste la même. Que fait Israël s'il est confronté à une destruction, une annihilation potentielle causée par les missiles et les roquettes iraniens, et ainsi de suite? A-t-il recours à l'arme nucléaire? Si c'est le cas, avons-nous une quelconque influence là-dessus? Pouvons-nous les contenir d'une manière ou d'une autre? Je ne sais pas. Maintenant, la chose dont nous n'avons pas encore parlé, mais qu'il faut prendre en considération, c'est la Turquie. La Turquie connaît d'énormes problèmes d'inflation. Ils veulent la ramener à 5%, mais elle est montée jusqu'à 20%. Cela a donc agi comme un frein à certaines de leurs initiatives. Erdogan est très habile. Il veut être présent sur tous les fronts à la fois. Mais sera-t-il finalement contraint d'intervenir? La raison en serait les Kurdes. La menace kurde pour les Turcs est importante et sérieuse. Les Turcs pourraient être mobilisés en quelques jours pour combattre les Kurdes. Est-ce que cela pourrait déborder et impliquer Israël? Je veux dire, je n'ai pas les réponses à ces questions, mais cette région n'est pas stable. Elle n'est pas prévisible. Elle est en ébullition lente. La question est de savoir quand elle va déborder. Mais tout le monde commence à se regrouper contre Israël. Je pense que c'est évident. Vous avez mentionné la possibilité d'une frappe préventive, et je pense que c'est une variable qu'il faut prendre au sérieux. Toute cette idée selon laquelle les États-Unis pourraient simplement positionner parfaitement toutes leurs forces aériennes autour de l'Iran, puis lancer une frappe que l'Iran sait destinée à anéantir son pays, une frappe de décapitation, l'idée qu'il resterait simplement à attendre que cela se produise, Oui, je prendrai cet avertissement de l'Iran très au sérieux. Ils ont beaucoup à perdre ici. Mais vous avez mentionné que les Russes, et encore une fois les Chinois, ne resteraient pas passifs. Comment voyez-vous le calcul des Russes avoir évolué, selon vous? Parce que, si cela s'était passé il y a quelques mois, ils auraient peut-être été plus optimistes quant à la possibilité d'une solution diplomatique avec Trump. Améliorer les relations entre les États-Unis et la Russie et mettre fin à la guerre en Ukraine autour de la table des négociations. Mais au cours des dernières semaines, nous avons appris qu'il y avait eu davantage d'implications américaines dans des attaques contre des raffineries, contre des navires civils russes, voire contre la dissuasion nucléaire de la Russie. Et bien sûr, l'effort continue pour sanctionner la Russie afin de briser son économie. J'ai donc maintenant l'impression, depuis Moscou, qu'ils ont perdu espoir dans la présidence Trump, qu'il serait celui capable de mettre fin à un siècle de tensions entre la Russie et les États-Unis, et sinon de les rendre alliés, du moins de les rapprocher beaucoup plus. Pensez-vous que cela pourrait influencer la manière dont la Russie réagirait à une attaque américaine contre l'Iran? Les Russes ont rapatrié leurs citoyens. En d'autres termes, ils les ont évacués d'Israël. Ils ont également évacué le personnel de leur ambassade en Israël. Je pense que M. Netanyahou a empoisonné les relations avec les Russes. À cela s'ajoute ce que vous venez d'évoquer à propos du président Trump. Autrefois, nous avions quelque chose, je suis sûr que vous connaissez cela,
que nous appelions la kremlinologie, où toutes sortes de personnes s'efforçaient d'évaluer, d'estimer, d'analyser qui allait entrer au Politburo, qui serait le prochain secrétaire général du Parti communiste, et ainsi de suite. Je pense qu'il se passe beaucoup de choses de ce genre au sein du cercle restreint du pouvoir à Moscou. Je crois qu'ils ont observé Trump et qu'ils en ont tiré plusieurs conclusions. Tout d'abord, je pense que les Russes apprécient le président Trump en tant que personne. Je ne pense pas qu'ils le détestent du tout, et ils aimeraient s'entendre avec lui. Mais je crois qu'ils ont conclu qu'il n'est pas fiable. Il peut dire une chose à un moment donné, puis un jour ou deux plus tard, il change d'avis et prend une nouvelle direction. Tu te souviens qu'en janvier et février de l'année dernière, il y avait des discussions. Nous devons trouver une voie à suivre et nous allons rencontrer la direction russe en Arabie Saoudite. Souviens-toi, ils sont allés à Riyad, ils ont tenu ces réunions. Il y avait beaucoup de hauts responsables là-bas, des gens représentant des intérêts économiques, les habituels suspects qui soutenaient Trump, venus pour profiter d'une affaire particulière. Malheureusement, ces milliardaires s'alignent sur Trump, ou bien c'est Trump qui s'aligne sur eux. Je ne sais pas lequel est la cause et lequel est la conséquence. À toi de le déterminer. Mais au bout du compte, nous pensions qu'il y aurait une normalisation des relations avec Moscou, et je pense que les Russes pensaient que cela allait arriver. Tout à coup, tout s'arrête, tout le monde rentre chez soi et oublie l'affaire. Puis, Donald Trump, qui ne modifie pas le régime de sanctions, refuse de se distancer complètement de Zelensky, malgré le mauvais comportement de ce dernier et sa tendance habituelle à ignorer ce que Trump dit. Il se retourne, tient une réunion en Alaska, se présente sans nouvelles propositions, puis dit aux Russes « Nous voulons un cessez-le-feu, sans rien lire, sans rien étudier, sans prêter la moindre attention aux intérêts de sécurité de la Russie. » Cette réunion s'est bien déroulée, l'atmosphère était excellente, les images superbes, mais elle n'a mené nulle part. Elle n'a rien produit. Et je pense qu'à présent, les Russes ont conclu que c'est le mieux que l'on puisse attendre de Donald Trump. Excusez-moi. Ce n'est pas qu'il soit une menace ou qu'il cherche délibérément à tromper les gens. Il est simplement incapable de tenir ses promesses. Et il se tourne vers d'autres personnes, que ce soit quelqu'un comme Lindsey Graham au Sénat, le principal va-t-en-guerre de ce camp. Mais il n'est pas seul. Il entraîne avec lui de nombreux démocrates comme Blumenthal et d'autres, prêts à rejoindre le club des anti-russes. Ensuite, il y a les suspects habituels à la Maison-Blanche, Rubio, Hegseth. Ils font partie du camp « bombardons-les »,« allons-y », attrapons ces salauds, et ainsi de suite. C'est pourquoi j'ai écrit dans cet article paru il y a quelques semaines. C'est l'équipe Amérique. Et je pense qu'ils croient vraiment que personne au monde ne peut les arrêter. Et je pense que cela s'est reflété dans les propos du président Trump au cours des dernières 24 heures. Eh bien, quelle contre-force existe face à ce que vous voulez faire? En d'autres termes, quelles sont les contraintes ou les limites qui s'imposent à vous, Monsieur le Président? Il répond, « Aucune, sauf ma propre morale. » Quoi que cela veuille dire. Et je suis sûr que tout le monde se pose la question, « Que signifie exactement cela, Monsieur le Président? » C'est pour cela que le Groenland est à prendre, c'est pour cela que le Venezuela est à prendre. C'est pour cela que l'Iran est à l'ordre du jour. En ce qui le concerne, tout ce qu'il désire devient sa volonté. Son souhait devient réalité. Je ne pense pas que ça fonctionne très bien, mais j'ai le sentiment que c'est là où nous en sommes. Et je crois que les Russes l'ont compris. Alors que faire? Il faut se préparer au pire. Tout le monde en Russie, sur le terrain, dans l'armée, dit « Nous devons nous préparer à une guerre avec l'Europe. » We have to prepare for a war with Europe. They're absolutely convinced that it's going to be unavoidable. Ils sont absolument convaincus que cela va être inévitable. Maintenant, ils espèrent ne pas avoir à se battre contre nous, car ils ne le veulent pas.
Ils aimeraient entretenir de bonnes relations avec nous. Il existe, pour une raison étrange, un sentiment persistant de respect mutuel et d'affection sincère envers l'Amérique. Cela m'étonne vraiment. Je ne sais pas comment cela perdure, mais c'est le cas. Je pense donc que les Russes sont partagés en ce moment. Ils se disent qu'ils vont devoir affronter les Européens. Même si on essaie de leur dire que les Européens n'ont rien à leur opposer, ils répondent en gros, « Eh bien, vous savez, nous voyons ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Nous allons devoir les combattre. » Et bien sûr, les Français et les Britanniques leur ont donné de nombreuses raisons de le penser. C'est la même chose avec les Allemands. Vous savez, vous avez vu cet énorme arsenal de missiles Taurus à Odessa qui a été visé et détruit. Un impact immense, vraiment immense là-bas. Une explosion gigantesque. Et Merz est intervenu publiquement en disant « Oh, eh bien, c'est une chose terrible ». Et au lieu d'éprouver un certain embarras, ce qu'il aurait dû ressentir, il a fait tout le contraire. Donc je peux comprendre pourquoi les Russes adoptent cette position. Mais quand je nous regarde, je me pose simplement la question, quelle est la stratégie? En d'autres termes, quel est l'objectif final? Qu'essayons-nous d'accomplir? Et je ne pense pas que nous ayons dépassé les positions précédentes de Biden. Nuire à la Russie, intimider la Russie, pousser la Russie à signer un accord qu'elle ne signerait jamais autrement. Vous et moi savons que cela n'arrivera pas. Partagez-vous toutefois ce sentiment, cette attente qu'une guerre entre l'Europe et la Russie soit inévitable? Non, je ne pense pas que ce soit inévitable du tout. C'est la vision russe, à cause de toute la rhétorique, des déclarations et du comportement. Je ne pense pas que les Européens aient quoi que ce soit à apporter au combat. Et s'ils insistent suffisamment, je suppose qu'ils pourraient potentiellement être attaqués. Que vont-ils faire à ce sujet? Je veux dire, quand cette guerre a commencé, une étude a été menée au sein de l'OTAN pour déterminer quelle part du territoire de l'OTAN pouvait être défendue contre une attaque aérienne et de missiles. La réponse était moins de 5% du territoire. Ça n'a pas changé. Donc on parle d'entrer en guerre complètement sans préparation. En 1941, lorsque Pearl Harbor fut détruit, ou du moins partiellement détruit, l'armée s'attendait à ce que la marine mette en œuvre son plan d'avant-guerre. Ce plan consistait à attaquer immédiatement, en traversant directement le Pacifique jusqu'aux Philippines, afin de secourir la garnison philippine. Autrement dit, la renforcer, la consolider, et ainsi de suite. 2 divisions de l'armée américaine, des unités de la garde nationale au complet, se trouvaient à San Francisco, prêtes à embarquer sur des navires pour se rendre aux Philippines. Eh bien, la marine déclara soudain, « Nous ne pouvons pas faire cela. » Ils avaient ce plan depuis 10 ans, l'ajustant chaque année, mais ils ne purent pas l'exécuter. Pourquoi? L'une des raisons était qu'ils ne disposaient que de 6 ravitailleurs opérationnels. En d'autres termes, les navires qui transportaient le carburant pour la flotte de surface, seulement 6 dans tout le Pacifique. Vous savez à quel point le Pacifique est vaste. Jusqu'où pensez-vous pouvoir aller? La réponse est « pas très loin ». Il y avait un autre problème. Les sous-marins japonais. Ils avaient peur. Ils ne pouvaient pas protéger les transports de troupes. Alors, vous savez où nos troupes sont allées? Elles sont allées en Australie. Et toute la guerre a pris une tournure différente. Mon point est que pour l'instant, les Européens se trouvent dans la même situation. Et c'est encore pire. Ils n'ont tout simplement rien à opposer à qui que ce soit. En fait, ils se sont désarmés eux-mêmes au cours des 35 ou 40 dernières années. Alors je dis aux Russes, laissez tomber. Je veux dire, si on me le demandait, je dirais que vous attendez que quelque chose se produise. Mais cela n'arrivera pas. Mais souvenez-vous, c'est leur pays. Les Ukrainiens utilisent nos renseignements et notre technologie pour frapper des cibles en profondeur. Alors les Russes
regardent cela et se disent « Cela va continuer jusqu'à ce que nous écrasions tout le monde en Ukraine ». C'est la position dans laquelle ils se trouvent actuellement. Nous n'avons rien fait pour changer cela. Nous aurions pu intervenir il y a longtemps et avoir un véritable impact. Nous aurions pu forcer les Européens à conclure un accord avec nous et la Russie. Nous n'avons rien fait. Donc la guerre continue. Et c'est dangereux, car elle pourrait nous impliquer, surtout si nous faisons quelque chose de stupide au Moyen-Orient. Le Venezuela, souvenez-vous, la différence entre nous, les Russes et les Chinois, c'est ceci. Nous sommes assez stupides pour croire que nous pourrions mener une guerre en Ukraine contre la Russie et la gagner. Impossible, pour des raisons stratégiques. Cela devrait être parfaitement évident. Certains pensent réellement qu'on peut mener une guerre à propos de Taïwan contre la Chine et la gagner, à 6 ou 7 000 milles des États-Unis. Stupide. C'est impossible. Les Chinois et les Russes ne sont pas idiots. Ils n'interviendront pas militairement dans l'hémisphère occidental contre nous à propos du Venezuela. Cela n'arrivera pas parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner ce combat, pas dans le bassin des Caraïbes. Alors maintenant, nous passons au Moyen-Orient. Nous pouvons projeter notre puissance, mais pour combien de temps et à quel prix? We can project power, but for how long and how much? And the last time around, we were getting close to the end. Et la dernière fois, nous étions proches de la limite de notre capacité à projeter autant de puissance avec succès. Heureusement, les Iraniens étaient eux aussi limités dans leurs moyens, tout comme les Israéliens. Que se passera-t-il cette fois-ci? Nous n'en savons rien. Mais cette fois, les Russes et les Chinois ont davantage à perdre. Les Chinois en particulier à cause du détroit d'Ormuz et de la Belt and Road, et les Russes à cause de leur flanc sud. Et nous en avons déjà parlé, ils ne laisseront pas cela tomber entre des mains ennemies. Ils sont déjà très mécontents de ce qui s'est passé en Azerbaïdjan. En résumé, c'est une position stratégique terrible pour nous. C'est aussi une position stratégique terrible pour les Russes et les Chinois. Il va bien falloir que quelque chose cède. On dirait bien que nous nous dirigeons vers une tempête parfaite, car ces droits de douane de 25% sur quiconque commerce avec l'Iran, eh bien, il semble que la Chine serait la principale cible, et cela relancerait la guerre économique avec les Chinois. Comme vous l'avez dit, les Russes et les Chinois soutiendraient probablement l'Iran, au moins indirectement, avec du renseignement, des armes, et ainsi de suite. Mais aussi, s'il y a une guerre, n'y aurait-il pas un peu d'opportunisme? J'ai l'impression que si les États-Unis se retrouvent, disons, empêtrés au Moyen-Orient, les Russes se sentiraient alors un peu plus confiants pour riposter à toute provocation européenne. J'ai vu il y a 2 jours que le ministère britannique des Affaires étrangères, ou peut-être celui de la Défense, disait « Eh bien, nous développons maintenant des missiles capables d'atteindre 500 km avec des ogives de 200 kg. Donc, nous pouvons commencer à bombarder Moscou. » Je veux dire, à un certain moment, les Russes considéreront qu'il serait irresponsable de ne pas riposter, car cela ne fait qu'encourager les Européens. En Europe, c'est désormais presque considéré comme normal. Nous pouvons frapper la Russie autant que nous voulons, et nous appelons simplement cela « aider l'Ukraine ». Mais il semble que maintenant que les Russes sont en position de force, ils ne vont plus accepter cela. Je pense que c'est tout à fait valable. Et je pense que parmi les trois, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, qui sont les principaux responsables de ce qui se passe de l'Ukraine vers la Russie, ils ne sont pas seuls. Car soyons honnêtes, nous continuons à fournir des données et des informations de ciblage. Notre surveillance aérienne reste essentielle à tout cela. Mais parmi les trois, ils en ont vraiment, vraiment assez des Britanniques, parce qu'ils savent à quel point les Britanniques sont faibles. Les Britanniques n'ont rien avec quoi se battre. Ils sont dans un état déplorable. Ils ne détestent pas le peuple britannique, mais ils détestent ce fichu gouvernement qui parle et agit comme il le fait.
Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils semblent vouloir nous défier à propos du Groenland. They seem to want to challenge us over Greenland. That's about as ridiculous as C'est à peu près aussi ridicule que si les Russes ou les Chinois essayaient de nous défier dans les Caraïbes. J'espère donc que les Britanniques et les Français abandonneront cette idée stupide. Et tous parlent du fait que l'Amérique mettrait fin à l'OTAN. Ils ne semblent pas comprendre que cela convient parfaitement à cette administration. Nous en avons assez des Européens et de leurs exigences envers nous depuis très longtemps. Le problème, c'est que nous n'arrivons pas à nous débarrasser de cette haine de la Russie, que je considère comme une construction entièrement artificielle, née à Washington sous l'influence de puissants lobbies. La population américaine ne partage pas ce point de vue. Elle n'en sait pas grand-chose. Leur réaction instinctive est de penser « Oh, ça doit encore être les Soviétiques ». Puis, « Ah oui, c'est vrai, ce n'est plus l'Union soviétique ». Je veux dire, les Américains ne savent pas grand-chose de ce qui se passe au-delà de leurs frontières. Soyons honnêtes, vous le savez pour avoir été ici, mais malgré tout, ce n'est pas un problème systémique aux États-Unis. Je pense que les Russes, s'ils sont poussés, pourraient réagir. Et je pense que les Britanniques devraient sérieusement examiner leur fragilité, leur vulnérabilité. Les Russes ne vont pas attaquer Londres, ni faire exploser quoi que ce soit, mais il existe de nombreuses cibles militaires qui pourraient facilement être prises pour cibles et totalement anéanties, et les Britanniques ne pourraient strictement rien y faire. Maintenant, il y a autre chose. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille avec quelques amis. Je vais essayer de faire cette présentation dans un avenir proche, mais j'essaie d'amener les gens à réfléchir un peu différemment à notre relation avec la Russie. Et cela concerne la non-utilisation en premier. Cette idée a été évoquée à de nombreuses reprises. JFK, avant d'être assassiné, après son expérience pendant la crise des missiles de Cuba, voulait suivre une voie qui, je pense, aurait finalement conduit à quelque chose de ce genre. Les Chinois ont une politique déclarée de non-utilisation en premier, mais nous la rejetons, car après tout, leur arsenal n'est pas si important. En réalité, il est en train de croître et il est potentiellement très meurtrier. Mais nous avons aujourd'hui de nombreuses puissances nucléaires, le Pakistan, l'Inde, Israël, la Corée du Nord, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France. Je pense qu'étant donné les dangers dont nous parlons en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, si nous ne parvenons pas à un accord qui mettrait fin à ces conflits, nous pourrions au moins trouver un arrangement qui empêche l'utilisation d'armes nucléaires. Car une fois qu'une arme nucléaire est utilisée, l'escalade devient inévitable. Toutes les études que nous avons menées, tous les modèles que nous avons examinés, mènent inévitablement à l'escalade. Parce que chaque camp se dit, « Eh bien, si je ne l'utilise pas, je la perdrai. Alors je vais l'utiliser. » Cela fait de nombreuses années que ce sujet est discuté en coulisses. Je pense que le président Trump, qui a beaucoup parlé de ses qualifications pour le prix Nobel de la paix, la plupart du temps, ça ne suscite que des rires. Mais s'il devait prendre la parole et dire, « Vous savez, nous ne pouvons pas résoudre le problème ukrainien aujourd'hui, mais nous pouvons au moins empêcher l'Armageddon maintenant. Regardons les choses sous cet angle et défendons le principe de non-emploi en premier. Puis s'asseoir avec Moscou et Pékin, et finalement avec l'Inde, le Pakistan et les autres, pour conclure un accord selon lequel chacun s'engagerait à ne jamais être le premier à utiliser une arme nucléaire, quelles que soient les circonstances. Je pense que ça pourrait être très positif. Cela favoriserait également une nouvelle voie sur la péninsule coréenne, car je sais que la République de Corée souhaite tourner la page, souhaite que le problème nucléaire disparaisse, mais elle aimerait aussi que nous partions, car nous sommes désormais de plus en plus perçus comme un facteur de guerre sur la péninsule coréenne.
as a catalyst for war on the Korean Peninsula. We're no longer seen as a security. Nous ne sommes plus perçus comme le filet de sécurité que nous étions autrefois. J'espère donc que le président y réfléchira. Nous allons faire un effort dans un avenir très proche à ce sujet. J'espère en parler à Vancouver lors de la conférence sur l'investissement dans les ressources de Vancouver, qui aura lieu à la fin janvier, du 25 au 27 janvier. Mais c'est la seule chose qui me vient à l'esprit pour le moment, qui pourrait contourner ce genre d'impasse diplomatique et mener à quelque chose de vraiment crucial pour la survie de la planète. Quelque chose sur lequel nous pourrions, je l'espère, nous mettre d'accord. Something that we could agree on, I hope. Well, the START treaty is due to expire. Eh bien, le traité START doit expirer le mois prochain, si je ne me trompe pas. Il a semblé, à un moment donné, que Trump était prêt à faire des armes nucléaires un enjeu majeur. Il a parlé de dénucléariser les relations entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Et en effet, si l'on veut traiter avec les plus grandes puissances nucléaires, inclure la Chine serait une bonne approche. Mais je n'ai pas entendu beaucoup de discussions à ce sujet dernièrement. À la place, j'ai entendu parler d'une augmentation du budget militaire américain à 1,1 billion de dollars. Je suis sûr qu'ils trouveront l'argent, mais cela aura certaines conséquences. Eh bien, vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle William Hartung que vous devriez envisager d'interviewer. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou non, mais William Hartung, qui écrit souvent pour le Quincy Institute, parle du budget. Il souligne que cela conduit à davantage d'interventions étrangères et que c'est intrinsèquement un facteur d'escalade, nous entraînant vers plus de violence. Je pense que cela en fait partie. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, aux États-Unis comme ailleurs, c'est qu'une grande partie de notre budget de défense est incompressible. Il comprend le coût des soins médicaux. Vous pourriez dire, eh bien, pourquoi est-ce si important? Eh bien, nous avons beaucoup d'anciens combattants, beaucoup de blessés et beaucoup de personnes qui ont été tuées et leurs familles ont souffert. Il y a beaucoup d'argent consacré à ces objectifs pour traiter ces questions. Et par-dessus le marché, il y a les retraites. Un très grand nombre de personnes sont à la retraite parce que nous sommes passés à ce qu'on appelle une armée entièrement volontaire. C'est très coûteux. Au final, cela représente une part importante du budget. Au-delà de cela, une grande partie de l'argent dont il parle ne permettra pas de créer l'armée idéale qu'il décrit. On obtiendra simplement davantage de ce que l'on a déjà, car au fond, c'est ce que veulent les généraux et les amiraux. Et les gens au Congrès n'y prêtent aucune attention. Ils veulent simplement dépenser de l'argent. Si je t'emmène à Washington et que je te fais traverser le Sénat et la Chambre, et que tu demandes à ces gens, que faites-vous ici? Ils disent, eh bien, nous dépensons de l'argent. Si nous ne dépensons pas d'argent, nous n'avons rien à faire. Maintenant, quand on dit cela, ils considèrent aussi le budget comme une occasion de faire quoi? De s'agrandir eux-mêmes, de favoriser leurs donateurs et les diverses structures corporatives enracinées dans leurs circonscriptions et leurs États. Alors, ils commencent à s'empiffrer dans cette frénésie massive autour de l'abreuvoir public. Ce n'est pas parce qu'on ajoute plus d'argent qu'on achète nécessairement une véritable capacité supplémentaire. Vous venez de nous voir entrer, puis sortir du Venezuela dans ce que tout le monde décrit comme une opération brillante. Et c'était le cas. Nous avons des capacités remarquables dans le domaine des opérations spéciales. Mais les opérations spéciales ne gagnent pas les guerres. C'est une capacité de niche. Et il faut un environnement propice à l'utilisation des opérations spéciales. Cela a très bien fonctionné au Venezuela. Je ne tenterai pas cela en Corée du Nord. Je ne le ferai pas nécessairement en Chine ou en Russie. En ce moment, peut-être en Iran, mais même là, il y aura des problèmes.
Et nous n'avons pas vraiment dit à tout le monde combien d'argent nous avons dépensé pour acheter des membres clés du gouvernement et des forces de sécurité vénézuéliens. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il est probable que beaucoup plus d'argent soit investi dans ces domaines, mais il n'est pas certain que cela améliore fondamentalement ou de manière spectaculaire notre position sur le plan stratégique. Et enfin, il y a le problème de la dépréciation de notre monnaie, car tout cela, c'est de l'argent créé par simple pression sur un bouton. Il sort de nulle part. It comes out of thin air. Yeah, the economic crisis coming, I think, is going to Oui, be la crise économique qui arrive, je pense, va malheureusement surprendre tout le monde, ce qui compliquera tous ces conflits qui semblent se dérouler en même temps. Donc oui, des temps intéressants nous attendent. Eh bien, colonel, comme toujours, merci beaucoup pour votre temps. Merci, Glenn. Au revoir. Thank you, Glenn. Bye-bye.